Yo, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, un épisode spécial île de Pâques focalisé sur les Moai. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vais vous mettre le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu les origines de Rapa Nui. Et aujourd'hui, on va s'attaquer un petit peu superficiellement à un sujet extrêmement complexe, donc les statues de l'île de Pâques qu'on appelle les Moai. À l'instar des pyramides d'Égypte, qu'on peut considérer comme les constructions les plus mystérieuses de la planète, on peut penser que les Moai sont les êtres les plus mystérieux de la planète. Et aujourd'hui, brièvement, on va voir qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on en croit, qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on pense savoir, qu'est-ce qui a été essayé, qu'est-ce qui a été réussi, qu'est-ce qui a été raté. Bref, un petit peu tout pour débroussailler ce champ de bataille qui reste aujourd'hui encore très mystérieux. Sur l'île de Pâques, environ 95% des Moai ont été sculptés sur le cratère et les pentes du Rano Raraku. Au total, on compte un peu plus de 1000 spécimens sur l'ensemble de l'île. Et officiellement, je dis bien officiellement, il y a à peu près 2 périodes durant lesquelles on considère que les Moai ont été sculptés là-bas à Rano Raraku. La première période, c'est après l'arrivée des premiers migrants sur l'île vers 1100 de notre ère, période pendant laquelle de petites statues ont été sculptées de manière plus ou moins continue. Ensuite, les plus grandes statues de Rano Raraku ont été sculptées après l'an 1400. Et cette date, elle est donnée grâce à une datation au carbone 14. Et cette date, il faut bien l'avouer, on ne peut vraiment absolument pas en être sûr, comme c'est le cas un petit peu partout ailleurs dans la planète par rapport à ces mystères antiques, tout simplement parce qu'on ne peut pas dater au carbone 14 de la roche. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on détermine l'âge de la roche par rapport à une datation au carbone 14, c'est que le carbone 14 a daté une matière organique autre. Et par conséquent, il est tout à fait impossible de déterminer l'aspect contemporain entre des matières organiques trouvées sur un lieu et le lieu en lui-même. C'est un petit peu comme si aujourd'hui je vais visiter le château du Haut-Königsbourg en Alsace, je vais manger mon petit sandwich ou alors je vais me poser avec ma tante et laisser des matières organiques qui vont être analysées dans quelques centaines ou quelques milliers d'années. Et à l'issue de cette analyse au carbone 14 dans quelques centaines ou milliers d'années, les gens vont déterminer que la date de construction du château du Haut-Königsbourg date de 2017 car ils y ont trouvé mes matières organiques. Et il faut bien comprendre que lorsque l'on parle de datation au carbone 14 pour des sites fabriqués de roches, c'est ainsi qu'on procède. Et on voit très rapidement la limite de la démarche scientifique. La hauteur moyenne des Moai est d'environ 4 mètres. Et une statue moyenne pèse entre 8 et 10 tonnes. Par contre, sur l'Aoutangariki, là où elles sont alignées les unes à côté des autres, les statues sont 5 fois plus lourdes. Et le plus grand des Moai encore présent à Rano Raraku pèse entre 200 et 300 tonnes. Concernant les caractéristiques esthétiques qui définissent les Moai, on peut dire que tout d'abord l'abstraction est omniprésente et que le gigantisme est la norme. Les Moai de l'île de Pâques, en général, ont une apparence physique masculine, mais l'esprit qui leur est associé n'est pas nécessairement masculin. Ce qui est très intéressant de constater, et vous le savez peut-être déjà si vous êtes passionné par l'île de Pâques, c'est que aujourd'hui les Moai ne sont pas simplement des têtes qui dépassent du sol, mais l'ensemble du corps est enterré. Et lorsque des fouilles sont réalisées, on se rend compte que sur les Moai eux-mêmes, il y a la présence de pétroglyphes. Et qu'est-ce que signifie cette présence de pétroglyphes? Ça signifie tout simplement qu'initialement, les Moai étaient réalisés de manière globale et n'avaient pas vocation à être enterrés. Et sinon, pourquoi est-ce que les Pascons auraient réalisé ces pétroglyphes? On peut donc se poser la question de savoir combien de centenaires, voire combien de millénaires, ont été nécessaires pour que des Moai qui, à l'époque, étaient tout simplement posés sur la terre, ont été petit à petit ensevelis jusqu'au niveau qu'on leur connaît actuellement. Afin de pouvoir corroborer aux datations officielles dont je parlais en début de vidéo, les scientifiques disent que tout simplement, en raison de l'absence d'une grande végétation qui a depuis disparu sur l'île, les sols ensevelissent petit à petit tout ce qui se trouve sur l'île, à raison d'1 centimètre par an, ce qui fait que, pour les plus grandes statues qui sont ensevelies jusqu'à 5 mètres de hauteur, on a à peu près cette période de 500 ans qui ont donc recouvert 500 centimètres. Mais là on est purement dans la spéculation, et rien n'est réellement prouvable. Quand on regarde d'autres sites à travers la planète qui ont été ensevelis, on se rend compte que les périodes d'ensevelissement sont absolument différentes. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est celui de l'Osirion d'Abydos. Abydos, c'est un temple égyptien situé au nord de Luxor, dans lequel on retrouve le temple de Séti Ier, de Ramsès II, mais aussi l'Osirion qui lui est placé à peu près à 10 mètres en dessous du niveau des 2 autres temples.
Cela veut dire dans un premier temps que l'Osirion n'est pas contemporain au temple de Séti et de Ramsès, mais qu'il a été construit bien plus en amont et qu'ensuite il a fallu plusieurs millénaires pour qu'il soit enseveli de 10 mètres de haut. Si on se base sur les datations officiellement admises par rapport à l'ensevelissement des statues de l'île de Pâques, 1 cm par an, si on a 10 mètres de profondeur à peu près pour l'Osirion d'Abydos, on devrait avoir un Osirion plus vieux de 1000 ans par rapport à la construction de Séti et de Ramsès. J'espère que vous me suivez toujours. Sauf que certaines études par rapport à l'ensevelissement de l'Osirion font état d'une datation entre 5 et 18 000 ans. Donc comme on vient de le voir, il y a une certaine incohérence par rapport aux approches d'explication des ensevelissements entre ce qu'on retrouve sur l'île de Pâques et par exemple ce que je viens de mentionner à Abydos en Égypte. Dans les deux cas, bien que l'ensevelissement soit dû à deux choses différentes, le sable pour l'Égypte et les sédiments pour l'île de Pâques, on est quand même dans des différences qui sont extrêmement importantes. Seulement 500 ans pour l'île de Pâques, alors qu'en Égypte, on est au moins à 5000 ans et on va même jusqu'à peut-être 18 000 ans. Donc il faudrait se mettre d'accord. Et c'est un énième exemple qui apporte un petit peu d'eau à mon moulin lorsque je dis que je ne comprends vraiment pas pourquoi les égyptologues ne parlent pas avec ceux qui étudient l'Amérique andine. Pourquoi ceux qui étudient l'Amérique andine ne parlent pas avec ceux qui étudient Rapa Nui et l'île de Pâques, et ainsi de suite et ainsi de suite. Parce que c'est à ce moment-là qu'on serait capable non seulement de trouver peut-être de nouvelles pistes de réflexion, de nouvelles réponses, et en tout cas de mettre la lumière sur les incohérences de chacun. Parce que si on dit à quelqu'un en Égypte qu'il faut seulement 500 ans pour que les statues de l'île de Pâques soient recouvertes de 5 mètres de haut, lui il va dire que c'est pas vraiment possible, ou en tout cas un peu plus difficilement concevable pour son approche, car il a connaissance du temple d'Abydos, sur lequel lui il est placé sur une échelle dans le temps, une échelle chronologique bien plus ancienne, bien plus lente et bien plus vieille. Donc l'égyptologue il va avoir une approche qui est tout à fait différente. Sauf que l'égyptologue il va pas trop considérer que l'Osirion d'Abydos il a pu être construit il y a 5 ou peut-être 10, 15 ou 18 000 ans. Oups. Donc une fois de plus, la collaboration, la mise en commun des connaissances est réellement nécessaire. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, on va commencer par parler du transport, qui est aussi un sujet qui vous passionne, qui passionne tout le monde et qui soulève de nombreuses interrogations auxquelles personne aujourd'hui n'est encore capable de répondre. Des pieux auraient été implantés dans les cavités creusées dans le lit de pierre contournant les statues. Ensuite, d'épaisses cordes auraient été attachées à leurs extrémités et passaient probablement sous la statue et par des orifices pratiqués dans la quille qui la reliait à la roche. Ces leviers permettaient de soulever la statue à 1 mètre au-dessus du niveau du sol. Sans doute ne fallait-il pas plus de personnes pour effectuer cette manœuvre et qu'il n'y avait de sculpteurs, ou en tout cas de supposés sculpteurs, qui travaillaient les statues directement dans la carrière. Et ensuite, des pierres étaient disposées autour et sous la base de la statue afin de la maintenir en équilibre. Il y a aussi une américaine qui s'appelle Joanne Van Tilburg, qui est une archéologue californienne, qui avec son équipe ont réussi à déterminer que, grâce à leurs fouilles, les habitants de Rapa Nui étaient capables de dresser des statues de 7 mètres de haut sur une surface relativement plane. Mais c'est vrai que le fait que de gros objets aient été déplacés à une époque quasi préhistorique suscite souvent la fascination. La plupart des théories émises à propos des Moaï, tout comme par exemple la construction des pyramides d'Égypte, relèvent tout simplement de la spéculation qui s'appuie sur des données assez souvent superficielles et qui, pour le moment, n'ont jamais été démontrées. Et Johann von Tilburg, dont je parlais à l'instant, en 1998, avec son équipe, ils ont dirigé une expérience assez révélatrice sur l'île de Pâques, à partir de la reproduction grandeur nature d'une statue moyenne qui a permis de démontrer que son transport en position horizontale est tout à fait possible. En 1955, Heyerdahl, dont je parlais dans la première vidéo, avait fait de même, sauf que l'expérience de 1998 avait été réalisée avec un traîneau en bois pour tirer la statue, qui lui avait été fabriqué en s'inspirant des techniques de construction des canoës polynésiens. Il y a aussi une autre méthode de transport qui existe, c'est une méthode de transport à la verticale que l'on appelle la méthode en marche. Et elle est suggérée par une tradition orale des Rapa Nui, qui malheureusement est peu documentée, et qui fut transmise par le Pasquan Leonardo Paccarati directement à Heyerdahl dans les années 1980. Sauf que lorsque Heyerdahl a essayé cette expérimentation, il a énormément endommagé le socle de la statue, ce qui invalide un petit peu cette méthode en marche. D'ailleurs, il suffit de regarder un petit peu à quoi ça ressemble pour se rendre compte que c'est un petit peu ridicule et qu'on est vraiment dans la complication, alors que très probablement les Pasquans bénéficiaient de méthodes que l'on ignore encore aujourd'hui qui rendaient leur travail extrêmement facile, et non pas aussi fastidieux que cette technique de la marche l'aurait été.
Donc pour le moment, c'est toujours le statu quo, on ne sait pas comment elles ont été transportées depuis la carrière de Rano Raraku jusqu'à leur emplacement final. Une autre question qui mérite d'être posée, c'est pourquoi les anciens avaient sculpté ces moaïs. À vrai dire, là non plus, on n'a aucune réponse. Les scientifiques et les archéologues officiels avancent souvent que le sculptage des moaïs était simplement un travail de mémoire culturelle d'un peuple éphémère, instable, mais dont l'importance historique nécessitait qu'ils inscrivent vraiment physiquement dans le temps leur présence sur l'île. En effet, chaque génération vit sa propre histoire et la transmet par la tradition orale, par définition métaphorique et évolutive avec le temps. Et à ce moment-là, les moaïs étaient de réels outils de mémoire visuelle rappelant aux individus qui ils étaient, d'où ils venaient et ce qu'ils avaient fait auparavant. Chaque moaï pourrait évoquer le souvenir d'un chef ou d'un prêtre spécifique, un ancêtre, mais il incarne également l'identité collective et transgénérationnelle. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo qui est beaucoup trop courte par rapport à l'ampleur du sujet. C'est pour ça que je préfère fonctionner par petits bouts de ci de là pour débroussailler les sujets et pas forcément me lancer à corps perdu dans des vidéos qui dureraient des heures et des heures pour pouvoir aborder en détail tout ce dont il faudrait parler pour aller au bout de la réflexion sur Rapa Nui. Donc une fois de plus, merci pour votre fidélité, merci d'avoir regardé la vidéo en entier, des petits pouces, des commentaires, partagez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.